tous. Ravi de poursuivre ce programme avec vous, avec une thématique qui est vraiment complètement dans l'actualité, parce qu'on le sait, se tient en ce moment la COP28 à Dubaï, et l'Union européenne essaye de pousser son programme, de pousser ses ambitions, et parmi ses ambitions, on le sait, accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre, et ce, au cours des 10 prochaines années. Alors comment est-ce qu'on peut traduire ça dans les actes? On va laisser de côté les discussions de la COP et se pencher un peu sur ce qu'on peut faire, nous, ici, avec les acteurs présents aujourd'hui, acteurs qui sont assez nombreux. On a un formidable panel très complet aujourd'hui que je vais vous présenter tout de suite. Alors on va commencer tout au bout là-bas avec vous. Catherine Récou, vous êtes directrice de l'innovation de Veolia. Bonjour. À vos côtés, Vincent Fristo, vous êtes adjoint du maire de Grenoble et vous êtes délégué aux finances, à la comptabilité écologique et à la transition écologique. Bonjour. Jean-Charles Drouvin, vous êtes directeur général de Power Group et président de la Power Earth Foundation. Bonjour. À vos côtés, Céline Acharian, directrice générale de la Fabrique de la Cité. Bonjour. Et enfin, Jean-Noël Guyot, directeur adjoint EDF, direction territoire, action régionale. Bonjour à tous. Peut-être pour commencer, une question assez large et générale pour poser planter un peu le décor. Donc cette sortie des énergies fossiles, elle a un but, c'est d'arriver à une neutralité carbone. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut se diriger vers quel mix énergétique, et dans ce mix, quelle part pour l'électricité? Parce qu'on sait évidemment que l'électrification est un enjeu de taille, et je pense que chez EDF, vous êtes le mieux placé peut-être pour répondre à cette question. Le mieux placé, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le mix électrique est une conséquence en effet de la stratégie française énergie-climat. Et cette stratégie française énergie-climat, elle dit quoi? Elle dit qu'à l'horizon 2035 et 2050, il faut agir sur 3 leviers. La sobriété, donc on parle de comportement. Il faut agir sur l'efficacité énergétique, donc on parle de technologie, de matériel. Et puis bien sûr, il faut décarboner et sortir des énergies fossiles. Donc c'est bien avec ces 3 inducteurs qu'on peut construire une vision du mixte électrique dans lequel le groupe EDF, bien sûr, s'inscrit, mixte électrique français, avec derrière cela des impératifs à la fois de souveraineté énergétique, de compétitivité et puis bien sûr de décarbonation. Alors quand on met quelques chiffres, si on se projette à l'horizon d'une décennie, je vais dire 2035, c'est quasiment plus 20% d'électricité qui est nécessaire. Et donc pour ce faire, il faut activer tous les leviers du mixte énergétique décarboné. Alors j'ai tout de suite commencé par une énergie qui est pas uniquement électrique, c'est la chaleur décarbonée, puisque en général pour faire de la chaleur décarbonée, il faut un vecteur électrique. Et donc ça veut dire notamment un développement assez massif des réseaux de chaleur, poursuivre le développement des réseaux de chaleur décarbonés, notamment sur des bases géothermiques, développer massivement les pompes à chaleur. On parle de 9 millions de pompes à chaleur à long terme. Ça, c'est un enjeu important. Et donc derrière, sur le mix électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire poursuivre et accélérer le développement des énergies renouvelables. On pense bien sûr au photovoltaïque, où il faut doubler le rythme actuel. C'est ce qui est projeté dans la stratégie française énergie-climat. Il faut poursuivre le développement de l'éolien, notamment par l'éolien maritime, avec derrière une ambition à 18 gigawatts à l'horizon de 10-15 ans. Et puis, bien sûr, continuer à optimiser les capacités hydrauliques. On pense bien sûr aux stations de transfert d'énergie par pompage nécessaires pour les flexibilités. Et puis, bien sûr, continuer à équiper les sites de capacité. Derrière cela, il y a bien sûr aussi la consolidation du nucléaire, qui est une énergie décarbonée. L'horizon, c'est à peu près 400 TWh. Aujourd'hui, on tourne des 300-330. Donc, ça passe aussi par un programme industriel très ambitieux sur le nucléaire. Mais j'insiste, c'est bien 3 composantes: sobriété, efficacité énergétique et décarbonation. Et derrière, un mix électrique qui soit décarboné. Alors, je voudrais revenir sur le solaire que vous avez mentionné, évidemment. Nous avons un spécialiste du solaire ici. On a en France, malgré des ambitions affichées volontaristes, un certain retard, notamment par rapport à pas mal de pays européens. Pourquoi, malgré aussi une position territoriale et climatique, j'ai envie de dire, assez favorable, on a un tel retard? Il est vrai qu'en France, on a pris beaucoup de retard dans ces dernières années vis-à-vis de nos voisins européens. De notre vision, beaucoup de complexité administrative. On freinait pas mal de volontés de nos PME, qui sont pourtant résilientes, qui ont passé les crises du solaire photovoltaïque plutôt avec succès. On a aussi un cadre réglementaire. Le cadre réglementaire est assez fluctuant. Européen cette fois, pas français. Alors,
le cadre réglementaire européen a fluctué, parce qu'il a été lui aussi soumis à des régimes de subvention qui ont forcément permis de lancer les marchés, mais qui ont vécu et qui ont dû permettre à ces marchés de devenir compétitifs et matures. Chez nous, le cadre réglementaire est surtout lié aux tarifs de réinjection, aux tarifs de vente de l'énergie solaire photovoltaïque produite. Et ce tarif, il varie trimestriellement depuis un certain nombre d'années, avec les volumes de raccordement et en particulier aussi avec les volumes de dépôt de demandes de raccordement qui sont faites aux gestionnaires du réseau. La vérité, c'est que ces demandes de raccordement ne font pas un avec le nombre de projets qui est finalement connecté au réseau. Donc on a des files d'attente qui se sont constituées, qui étaient très importantes, qui prévoyaient un beau cru sur certaines années et qui se sont révélées bien en deçà des prévisions. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un des axes à creuser, parce que la différence entre le volume annoncé et le volume finalement raccordé est vraiment très différent. Dans un passé très proche, on avait des régimes d'appels d'offres et d'appels d'offres simplifiés, parce qu'on a dû créer des appels d'offres simplifiés tellement les appels d'offres étaient complexes pour les candidats, qui ont finalement fini par être souscrits à cause de ces problématiques de faisabilité et de complexité. Donc on a attendu pendant 18-24 mois, à titre d'exemple, un projet qui avait été initié par Elisabeth Borne fin 2019, qui était le fameux guichet ouvert, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le S21, guichet ouvert S21, entre 100 et 500 kW, puisque au-dessus de 100 kg, on devait passer par ces fameux mécanismes complexes d'appel d'offres ou d'appel d'offres simplifiés. Ce guichet ouvert, on l'a annoncé fin 2019, il a réellement été mis en œuvre et paru au bulletin officiel en août 2021. Autant de temps qu'on a perdu, puisque dès qu'il a été mis en œuvre, on a constaté une accélération franche et massive de la part du marché solaire sur le volume de raccordement. Donc finalement, un choc de simplification qui permettrait de déverrouiller ce marché. Clairement. Céline Acharian, je vous voyais tout à l'heure écouter la table ronde précédente avec beaucoup d'attention et ils ont notamment parlé de la question de l'acceptabilité. Donc évidemment, la sortie des énergies fossiles, elle ne peut pas être purement technique ou technologique. Aujourd'hui, ce chemin, comment est-ce qu'on peut parvenir à le tracer ensemble? Comment travailler son acceptabilité? Alors quand on dit acceptabilité, à mon sens, il est déjà trop tard. Et au fond, se dire que revenir à l'ensemble des scénarios qui ont été produits et revenir aux leviers fondamentaux qui sont une part d'innovation, et je pense qu'on est une table ronde assez symptomatique en la matière, une part de réaménagement des comportements individuels vers le moins mais mieux, et puis une part d'organisation. Et là, Antoine Pellion, tout à l'heure, voilà, on a donné l'exemple d'organisation, d'ailleurs, tantôt organisation due à ce que peut la puissance publique, tantôt auto-organisation, d'ailleurs, dans une forme de mutualisation et de partage. Et le chemin, au fond, il est forcément multiple, puisqu'il doit associer chaque fois une sorte d'alchimie entre ces trois formes. Enfin, si on veut parler accélération, c'est sur ces trois leviers qu'il faut agir. Et en l'occurrence, l'alchimie, elle ne peut se faire. Et l'acceptabilité dont vous parlez, ou plus ou moins, si on prend les choses en amont, l'engagement des citoyens dans une action collective, soit dans les voies tracées par la puissance publique, soit par cette forme d'auto-organisation qui existe déjà, elles sont multiples, elles sont déjà là. Et une première chose, et je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, de les compter, de les observer et de les mesurer. Alors à la Fabrique de la Cité, qui est un think tank des transitions urbaines, ça fait 4-5 ans qu'on observe les trajectoires des villes moyennes. Ces villes moyennes qui sont toutes vraiment différentes. Un rapport de France Stratégie de 2022 on a fait des catégories en finalement concluant qu'elles avaient
Donc au fond, l'ensemble qu'elles formaient n'était pas une épure et qu'elles avaient des trajectoires bien différentes, qu'elles avaient des leviers différents et au fond qu'elles ont un ADN différent. Et en l'occurrence, pour décarboner, on ne fait pas la même chose si on est Béthune et qu'on habite sur des anciennes mines et donc on exploite le gaz de mine. Si on est Épinal et qu'on habite la forêt vosgienne et qu'on s'est composé avec de la biomasse une partie de sa chaleur, on n'est pas la même ville si on peut compter sur l'éolien en mer ou sur la géothermie profonde. Et donc, les voies, le chemin d'accélération de la décarbonation, c'est forcément plutôt des voies, des chemins. Et cette observation, au fond, qu'on fait, c'est plutôt à chaque fois des conditions de réplicabilité, je n'irais pas dire jusqu'à massification, qui partent de ce que vous disiez tout à l'heure, qui est un engagement local, à la fois des équipes, des collectivités territoriales très enthousiastes, comme l'était tout à l'heure Emmanuel Grégoire, et puis d'une partie de la population à laquelle on a su raconter une histoire, raconter l'histoire d'un territoire, et raconter au fond l'histoire d'un territoire qui se réinvente avec son propre ADN et l'ensemble des contraintes nouvelles qu'impose cette accélération de la transition énergétique. On va justement aller voir sur le terrain comment ça se passe, aussi bien côté entreprise, particulier et territoire, puisqu'on a la chance d'avoir les trois présents aujourd'hui. Catherine Ricou, vous êtes loin, mais on va commencer avec vous. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans cette sortie des énergies fossiles? Comment est-ce que ça se traduit dans votre quotidien, dans votre business? Alors, nos clients, alors Veolia, on est à la fois sur les services essentiels eau, déchets et énergie. Donc, la préoccupation de la conversion énergétique, elle est vraiment dans tous ces métiers. Nos clients, qui sont soit collectivités locales, du secteur public et du secteur privé, ils ont de nombreuses préoccupations en fait, sur ces sujets de sortie des énergies fossiles. Leur préoccupation, c'est d'une part effectivement de comprendre vraiment leur mix énergétique et de l'impact financier en fait sur leur activité, et de comprendre ce mix et de comprendre en fait les leviers et notamment les nouveaux leviers. Donc je pense que les leviers, ils ont été très bien décrits, je ne vais pas revenir dessus, mais ils cherchent aussi des nouveaux leviers parce que certains sont assez matures. Parce qu'ils ont déjà abordé ce sujet-là. Donc, une fois qu'on a fait du solaire, une fois qu'on a fait de l'efficacité, on peut toujours en faire plus. On trouve toujours ce qu'on appelle de l'énergie fatale, donc qui n'est pas utilisée, par exemple, dans l'industrie. Donc, on travaille sur tous ces sujets-là. Mais souvent, dans les nouveaux leviers, ce qu'ils nous demandent, c'est de la conversion énergétique assez majeure, en utilisant notamment les déchets, en utilisant la matière organique. On parle pas beaucoup de ces sujets-là, mais pour moi, c'est vraiment l'électron de demain. C'est-à-dire que on aura une nouvelle réglementation en janvier 2025 qui sera de faire la séparation, notamment des déchets alimentaires chez les habitants. Beaucoup se posent la question, finalement, pourquoi on fait ça? Ça, demain, on en fera de l'énergie. On en fera du biogaz et on en fera de l'énergie locale décarbonante pour tous ces industriels et aussi pour l'acteur public. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel, en fait, on les accompagne dans la durée. Mais ça soulève des préoccupations pour eux, c'est la continuité de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils avaient peut-être une énergie qui leur était fournie. Demain, ils ont un système industriel et ils ont des multisources d'énergie. Il faut les piloter. Elles n'ont pas toutes le même prix. Et il faut effectivement bien gérer. Donc, ce n'est pas uniquement avoir ce nouveau mix, mais c'est le piloter dans la durée. Et ça, c'est une vraie préoccupation qui s'ajoute à une autre préoccupation, c'est toutes les réglementations qui sont utiles. Et je pense qu'ils en conviennent tous. Ça emmène dans la bonne direction. Le vrai sujet, finalement, c'est que quand on parle d'une réglementation, je vais en citer une seule, c'est au niveau européen, c'est l'ETS européen, que beaucoup de continents nous envient parce qu'il emmène dans la bonne direction. Ça aura des impacts énormes pour certains de ces industriels. Il y a des pas de temps. Comment ils emmènent le routier industriel et à quel rythme ils font la conversion et qu'est-ce qu'il faut comme financement. Donc on les accompagne sur l'ensemble de ces sujets pour vraiment aussi assurer la continuité de service, que ce soit sur les territoires ou pour les industriels. Alors vous citiez les particuliers, je vais me ressaisir de cette ficelle. Comment ça se passe du côté de l'accompagnement des particuliers, puisqu'on sait évidemment qu'il faut embarquer l'intégralité des acteurs économiques d'un territoire, d'un pays? Finalement, on décline chez nos clients particuliers ce qu'on décline chez tous nos clients, et le fameux triptyque sobriété, efficacité, décarbonation. Alors, en fait, comme pour tous nos clients, ce qui est important, c'est de bien comprendre l'activité, le modèle d'affaires, et donc, pour les clients particuliers, leur mode de vie. Ça, c'est essentiel. Deuxième sujet, c'est les aider
à suivre et à analyser leur consommation. Donc là, vous avez tout un ensemble de dispositifs qui sont en place. Je pense à EDF, c'est moi, qui vous permettent de comparer vos consommations par rapport à des pairs, à des familles similaires à la vôtre. Et ça permet vraiment de benchmarker votre consommation par rapport à ce qui pourrait être idéalement. Et pour ça, on met en place des programmes relationnels qui sont très importants, avec autour d'une thématique autour des défis, par exemple, sous forme de jeu, pour inciter nos clients à avoir à la fois les gestes utiles, parce que souvent on a beaucoup d'idées préconçues sur quelles sont les sources d'économie, et puis être capable de suivre le bénéfice de tout ça. Et enfin, au-delà de cette sobriété conjoncturelle l'hiver dernier, structurelle, qu'on essaye de mettre en place avec cette pédagogie, il y a les sujets de sobriété structurelle et de décarbonation. Et là, on a tout un ensemble de spécialités dans le groupe qui permettent d'accompagner nos clients, que ce soit sur l'isolation, la mise en place de pompes à chaleur en remplacement d'énergie fossile, les équiper en solutions de recharge de véhicules électriques, que ce soit dans l'habitat diffus ou dans l'habitat collectif, que ce soit aussi bien sûr pour les entreprises ou pour les territoires, et puis aussi les accompagner aussi dans les solutions d'autoconsommation, parce qu'on parlait tout à l'heure de photovoltaïque. L'autoconsommation connaît un développement extrêmement important, tiré aussi par le prix des énergies, par un intérêt réel et une maturité du marché qui est importante. Et donc là, ça signifie aussi être en capacité de bien comprendre leur type d'habitat, ce qu'ils peuvent implémenter comme solution d'autoconsommation, et puis les accompagner dans les chantiers. Donc c'est vraiment la gamme complète, hein, à la fois du conjoncturel, du structurel, du pédagogique et du technologique. Et puis bien sûr de l'accompagnement dans la durée de ces chantiers. On reviendra notamment sur la question des innovations, parce qu'on sait qu'elles ont un rôle à jouer. D'abord, je voulais me tourner vers vous, Monsieur Fristo, puisque vous êtes nos territoires finalement, le représentant des territoires. Et à Grenoble, vous vous êtes fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Donc ça, c'est plutôt avant les objectifs officiels de la France, de l'Europe. Concrètement, comment est-ce que vous y parvenez? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Alors, pas tout, mais qu'est-ce qui est emblématique et surtout, qu'est-ce qui marche bien, évidemment? Oui, donc merci de donner la parole pour parler de l'engagement de Grenoble autour d'Éric Piolle, le maire. Tout à l'heure, on a parlé de la zone juste et sûre du donut. Et donc, on a aussi cette vision plus large et qui permet de, y compris faire des choix en matière d'investissement, analysés donc, à travers plusieurs critères, plusieurs dimensions. Finalement, c'est aujourd'hui la complexité, je pense, qui est devant nous. Concrètement, par rapport à votre question, on a travaillé d'abord sur l'efficacité énergétique, sur ce que nous maîtrisons, c'est-à-dire le parc de bâtiments, qui est très large, 400 bâtiments sur la commune, qui appartiennent donc à la commune, l'éclairage public, le parc de véhicules avec les carburants. Là, nous avons vraiment une action où nous avons un levier fort pour avancer. En 17 ans, on a réduit de 37%, je parle en consommation énergétique. C'est plus en réduction de gaz à effet de serre, mais il suffit d'acheter du bio-GNV, par exemple, pour avancer vite là-dessus. Et donc, mais on le fabrique aussi, on parlera du mix après. Et donc, ça, c'est le premier volet. Et puis, depuis l'an dernier, avec la crise du prix de l'énergie, on a pu développer des solutions de sobriété énergétique. Alors là, il faut vraiment partir à la base avec tout le monde, emmener tout le monde pour convaincre. Alors, il y avait évidemment une stratégie nationale d'éviter des délestages électriques. Voilà. Il y avait tout ce contexte favorable. Et il faut savoir, enfin nous, notre premier retour, 1 an après, c'est que c'est extrêmement fort, ce qu'il est possible d'atteindre rapidement, pas très cher en réalité, on n'est pas sur des investissements, en mobilisant du monde, en donnant du sens à des actions, réduction du chauffage à 19 degrés, dans les équipements sportifs, dans les piscines ajustées aussi, des choses qui avaient dérivé avec le temps, eh bien, on est en capacité de réduire sur le chauffage 20% de besoins en moins, uniquement grâce à ce programme. Donc, on avait déjà engagé des actions fortes d'efficacité énergétique, et là, l'enjeu aujourd'hui, eh bien, c'est de pérenniser ce que nous avons fait l'an dernier en matière de chauffage, et ça marche aussi l'été en matière de climatisation. Typiquement, on a 2 bâtiments de 500 agents, donc ça fait 1000 agents de la ville, où le chauffage est à la demande. C'est-à-dire que quand vous arrivez le matin, c'est préchauffé, évidemment, mais si vous voulez du chauffage, si vous êtes dans le bureau, il faut appuyer sur un bouton. Extrêmement rentable comme technique. Pareil pour la clim.
C'est, des petites choses comme celle-ci rapportent beaucoup. Pour nous, on dit, ça représente, on avait 4 millions de hausse sur le prix des énergies pour ce qui concerne la ville. Un quart a pu être économisé grâce à ce programme de sobriété. C'est considérable. Et on va plus loin dans les réglementations qu'on élabore en matière de PLU, par exemple. Et donc là, ça concerne tous les permis de construire dans toute la ville. On est en capacité d'aller plus loin que la réglementation. C'est aussi quand on vend des fonciers, on a aussi des exigences qui vont au-delà de la réglementation. Alors, vous l'avez dit, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça avance plutôt plus vite que prévu. Il y a donc cette notion de vitesse, d'avancée, de progression. À quelle vitesse est-ce qu'on va pouvoir finalement sortir de ces énergies fossiles? Comment va se faire ce chemin, Catherine Ricou? Ce chemin, alors il y a quand même du temps long. Et pourquoi c'est long? De manière très opérationnelle, quand on conduit un projet de conversion énergétique, quand un client nous dit j'arrête ma centrale au charbon, je veux passer à la biomasse, on a d'abord comprendre tout le bassin de biomasse, comment est-ce qu'on va faire tous ces flux-là. On a besoin de faire des études d'ingénierie, on a des enquêtes publiques, donc on a aussi toute une complexité qui est nécessaire sans doute, mais qui est du temps long. Et puis après, il y a le temps de l'exécution. Donc on a quand même le temps d'un projet. Donc ça, c'est à l'échelle d'un projet. Et puis après, à l'échelle d'une trajectoire, j'allais dire, il y a effectivement les priorités d'un industriel par rapport à sa capacité financière aussi. Nous, on a engagé en 2019, on a lancé un programme en fait, de sortie complète du charbon dans tous les pays de l'Est où on gère aujourd'hui des réseaux de chaleur en fait, pour la population. Et on a lancé un programme à 1,5 milliard en 2019. On en est à 500 millions aujourd'hui. Et on continue, mais c'est un programme qui nous emmène jusqu'en 2030, voilà, parce qu'il faut lancer les projets. Donc il y a des choses qui sont plus accessibles plus rapidement, et je pense que ce qui vient d'être dit à l'échelle d'une année, dans un contexte de crise, certes, mais c'est vrai que ça nous fait avancer, il faut pérenniser tout ça. Donc je pense qu'il y a des choses qui se font beaucoup plus vite en termes de levier, sur des sujets de sobriété, sur des sujets d'efficacité, mais il ne faut jamais s'arrêter, parce qu'en fait, il faut communiquer en permanence. Donc par contre, ça s'inscrit vraiment dans la durée, et puis après, il y a des projets qui sont des projets beaucoup plus massifs de conversion énergétique. Pour moi, l'échelle de temps entre 5 et 10 ans est une échelle réelle. Après, bien évidemment, on a toujours envie que les autorisations et que tous ces sujets-là aillent beaucoup plus vite. Je pense que ce sera nécessaire à un moment donné parce qu'il y a des conditions de marché qui bougent énormément et quand un client doit revisiter ses projets trop régulièrement, à un moment donné, c'est très compliqué. Donc, c'est du temps long, on peut l'accélérer et puis il y a des choses qui vont vite. Donc, pour moi, c'est positif. Ça fait écho un peu à ce que vous nous disiez, Jean-Charles Drouvin, tout à l'heure, cette nécessité de lever certaines barrières et puis de s'adapter au marché qui bouge très rapidement. Qu'est-ce que vous aimeriez voir bouger sur le solaire pour accélérer aussi à ce niveau-là? Écoutez, je pense que comme on l'a déjà évoqué, la nécessaire simplification et accélération des démarches administratives est vraiment clé. Une inertie de 18 à 24 mois sur des projets relativement simples, c'est pas entendable quand on parle de souveraineté énergétique, quand on parle de nécessaire maîtrise des coûts de l'énergie. Donc c'est beaucoup de travail, parce que j'ai le sentiment quand même que c'est quelque chose qui est assez sclérosé quand même, et donc il va falloir prendre des décisions assez radicales pour avancer dans ce schéma-là. Ensuite, en termes de formation, aujourd'hui, on a des installateurs, encore une fois, je le répète, des PME qui sont vraiment très résilientes, très réactives, plutôt adaptables, qui ont été habitués à se réinventer avec les fluctuations du cadre réglementaire, mais qui ont besoin aujourd'hui de main-d'œuvre sur un marché qui enfin accélère et qui va flirter avec les 3 gigawatts cette année. Mais c'est bien, c'est mieux, mais c'est quand même encore 3 à 4 fois moins que nos voisins allemands, par exemple. J'aime pas beaucoup les mettre en avant et sur un piédestal, mais aujourd'hui, on a quand même des voisins qui nous prouvent qu'on est capable d'aller plus vite et plus fort sur le développement des renouvelables et du solaire photovoltaïque en particulier. Probablement que flécher aussi les aides ou les subventions étatiques sur les bons canaux, sur des canaux où on a des gens qui sont des trouveurs, quoi, plutôt que des chercheurs, et peut-être sur des faiseurs plutôt que des parleurs. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas attendre beaucoup plus longtemps pour le faire. Après, de la communication positive autour de la filière, parce qu'on est une filière qui a été quand même assez stigmatisée dans la presse, avec beaucoup d'approches un petit peu opportunistes, avec des sociétés un petit peu douteuses. Ce métier, on le disait tout à l'heure, il s'est assaini, il est devenu mature.
Et je pense que cette énergie positive de la filière, la communiquer en démocratisant et un petit peu en vulgarisant le solaire dans les populations, et ça va passer par un effort dans la presse, spécialisée certes, mais aussi dans la presse un peu plus générale, pour que les gens aient une vraie idée du prix que coûte une installation solaire photovoltaïque simple, sur un toit simple. D'ailleurs, peut-être même pas sur un toit, peut-être sur un balcon, pour les gens qui n'ont pas de maison individuelle. Hein, on est demain dans l'habitat minimaliste, donc tout le monde ne pourra pas avoir un kit en toiture sur un pavillon. Et puis donc dans l'accélération, on a cette prétention d'avoir créé un outil, un véhicule pour communiquer qui s'appelle Power Earth Foundation, qui se veut être à l'initiative, au financement et catalyseur des bonnes initiatives en faveur de l'accélération de la transition énergétique. Ça va passer par de l'évangélisation des jeunes publics dans les écoles, avec des processus d'information sur comment ça fonctionne et comment on peut avancer. L'attractivité également de la profession, je pense communiquer positivement sur la filière permettra aussi d'attirer des talents, parce qu'on a besoin, dans toute filière comme ça, encore jeune, de talents pour la driver. Et ça passe par la formation. Donc il y a une chaire qui est en route aujourd'hui avec l'EPF, qui est une fameuse école d'ingénieurs française, où les talents qui sortent de ces écoles doivent être prêts à la sortie de l'école pour acter et pour impacter la filière. Alors on est un peu pressé par le temps, mais je voudrais prendre un moment pour conclure avec chacun de vous sur les possibilités d'accélérer, en fait. Rester sur ce thème d'accélération qui était parti de ce titre. Jean-Noël Guillot, comment est-ce qu'on fait pour accélérer? Est-ce que le nucléaire est la solution? Alors, peut-être 2 points. Le premier sur le nucléaire, le premier sujet pour nous, c'est en effet la performance industrielle du parc. Et donc, le programme de réparation des corrosions sous contrainte se déroule bien. Le deuxième sujet, c'est la prolongation des tranches actuelles. Donc, c'est le programme dit grand carénage chez nous qui permet de prendre des autorisations pour 10 ans de plus sur l'ensemble des tranches. Donc, ça, c'est très, très conséquent comme programme industriel. Et puis, il y a bien sûr tout de suite se préparer pour les EPR2, à savoir Penly, Gravelines et puis Bugey. Et donc, sur Penly, les travaux préparatoires ont commencé. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est en rebond sur votre remarque. Pour accélérer, il faut disposer des compétences. Et le sujet n'est pas vrai simplement dans le nucléaire. Il est vrai dans l'ensemble du secteur énergétique, et pas seulement dans le secteur énergétique. On a des besoins de compétences depuis le bac jusqu'au niveau ingénieur, et pas simplement des besoins d'ingénieurs. On a besoin de compétences dans le génie civil, dans l'électromécanique, dans la métallurgie. On a besoin de compétences de chef de chantier, de chargé d'affaires, que ce soit dans le domaine du nucléaire, pour le renforcement des réseaux électriques, pour le développement des énergies renouvelables, pour l'isolation, pour la pose de pompes à chaleur, à savoir des frigoristes. Voilà, donc on voit que le sujet aujourd'hui, c'est quand même le développement des compétences, et ça peut se faire que collectivement, territoire, région, métropole, monde académique, monde économique, et il faut qu'on soit en capacité aussi de consolider nos besoins pour donner une vision un peu systémique de l'ensemble de ces besoins. Et ensuite, comme vous le disiez pour l'appétence produit, c'est aller dans les écoles, depuis le niveau collège jusqu'en effet au bac et après quand se passent les cycles d'orientation, pour redonner ces lettres de noblesse à ces métiers d'industrie décarbonée, tant auprès des populations féminines. On sait que sur les écoles d'ingénieurs, il y a un peu moins de femmes ces dernières années que les années précédentes, donc c'est un vrai sujet, mais aussi dans les filières techniques, on a d'excellents agents d'intervention féminins. Voilà, donc c'est ça le défi pour accélérer. Il y a un grand chantier sur l'école, vous pouvez peut-être aller voir le ministère de l'Éducation pour leur faire part de tout ça. Oui, ils sont parfaitement au courant et ils sont actifs. Et donc ça, c'est le côté humain en fait, et compétences. De l'autre côté de la balance, il y a les innovations. En termes d'innovation, comment est-ce qu'on peut accélérer ? Alors, en deux mots, pour accélérer, il faut déjà massivement déployer les solutions qui sont déjà performantes et qui existent, et du coup, créer les conditions de succès de ces innovations. Donc, il y a un peu de réglementation, il y a lever des autorisations plus rapidement, et accompagner aussi en termes de financement par des mécanismes qui existent en France, que ce soit la BPI ou d'autres, mais les accompagner sur le financement en fait, de ce déploiement. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est d'aller chercher l'innovation où elle est. Nous, on se rend compte que sur des sujets de décarbonation, l'Asie est très en avance. On fait de la conversion de biogaz en hydrogène vert en fait, sur des décharges en Asie parce que les technologies sont là-bas.
En fait, ils vont très vite pour déployer ces technologies. Donc, on va chercher ces technologies, on fait des démonstrateurs et ensuite, on peut les faire sur d'autres sites. Mais encore une fois, c'est comment on accompagne aussi tout notre écosystème de start-up. Nous, on ne développe pas toutes les technologies chez nous, Veolia. On travaille avec beaucoup de start-up. Comment on les accompagne pour pas uniquement financer, j'allais dire, l'amorçage en fait en France, ce qu'on fait très bien, mais ensuite, quand elles font un scale-up, souvent le financement se trouve aux États-Unis ou en Asie. Donc pour moi, il y a un vrai sujet de continuité, d'accompagnement de notre écosystème en fait sur les technologies de décarbonation. Vincent Fristo, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que l'accélération, c'est réussir aussi le passage à une échelle supérieure en dehors des frontières de la ville? Tout à fait. Il faut réussir à rassembler un maximum d'acteurs pour avancer sur nos objectifs en matière de décarbonation, en matière d'engagement de transition. Et pour ça, la stratégie à Grenoble, c'est développer des grands événements qui permettent de rassembler du public. Je peux parler de la Biennale des villes en transition, par exemple. Nous étions capitale verte de l'Europe en 2022. Ça a été l'occasion de centaines de manifestations publiques, de rassembler des acteurs qui ont proposé des solutions eux-mêmes, et donc à travers des concours, à travers des animations diverses, eh bien d'engager des personnes de plus en plus largement. Et ça se traduit par aujourd'hui des personnes relais, des entreprises qui s'engagent pour le climat sur le territoire. Donc on voit qu'on a une capacité d'animer sur le territoire ce type d'action. Avec les citoyens également, Céline Acharian? Oui, alors je pense que dans un premier temps, il faut en effet repérer, donner de la visibilité et valoriser tout ce qui est déjà fait. C'est une première voie d'accélération. Une deuxième, je pense, et là je fais un petit pas de côté, c'est de se rappeler que sur le chemin, il va y avoir des conflits d'usage, il va y avoir des conflits d'intérêts, et que si je disais que les villes nouvelles étaient des laboratoires d'innovation des transitions urbaines à nos yeux, c'est que à chaque fois, à la table des négociations, il y a les industriels locaux, il y a les différents acteurs publics et il y a les associations de citoyens, et que finalement, il ne faut pas oublier que chacune, et je vais prendre juste un exemple, l'éclairage public par exemple, qu'on peut effacer la nuit, très simplement, quelques heures. Dans certains lieux, la sécurité primera sur l'économie d'énergie, dans d'autres pas. Et donc c'est juste un exercice simplissime que de voir que sur quelque chose qui était a priori réplicable à peu près partout et qu'on lit dans quand même beaucoup de bilans de mandats, enfin, à mi-mandat actuellement, en fait n'est pas la panacée, n'est pas la solution. Il n'y a pas de martingale absolue. Et donc il faut se rappeler que sur le chemin de la transition écologique, il y a beaucoup de dialogues à entamer, et que ce dialogue, il faut à chaque fois l'entamer au bon moment, au bon niveau. Et ça, je pense que c'est plutôt pour éviter des effets avant-arrière. On voit bien que les énergies et le déploiement des énergies renouvelables n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Donc, je pense, avoir bien conscience qu'en fait, le chemin de la transition, c'est un exercice démocratique quotidien qui se joue à toutes les échelles de la décision publique. Démocratique, le mot est entendu. Et quant au mot de la fin, il est pour vous, Jean-Charles Drovin. Merci pour ça déjà. C'est vrai que ce n'est pas un long fleuve tranquille, le déploiement des renouvelables et l'accélération de la transition énergétique. On a décidé, d'un point de vue organisation, de vous proposer un écrin au mois de mars 2024 au CNIT à Paris La Défense pour réunir toutes les bonnes volontés, parce que la transition énergétique et l'accélération de cette dernière, on estime vraiment que c'est l'histoire de tous et qu'on ne pourra rien faire sans toutes les bonnes volontés et toutes les bonnes énergies. Donc cet événement s'appelle le Power Earth Summit et il a vocation à accueillir évidemment des professionnels du solaire photovoltaïque qui est notre cœur business, mais pas seulement, vraiment l'ensemble du monde des énergies renouvelables, l'ensemble du monde du bâtiment qui ne peut pas être évidemment absent de ces tables rondes qui vont avoir lieu là-bas. Je suis très sensible à ce que vous disiez tout à l'heure sur la démarche finalement de Négawatt, où on a l'efficience, l'économie, donc l'efficience des bâtiments, l'économie d'énergie et la production.
Donc tout ça autour de la table peut faire un cocktail vraiment catalyseur de ce qu'on veut arriver à faire. Un grand homme a dit qu'on était une des premières générations à constater les effets de ce dérèglement climatique causé par nous. On est probablement les dernières générations à pouvoir agir dessus. Et on avait envie de vous dire que, ensemble, oui, nous le pouvons, changer la donne. On terminera sur ce mot enthousiaste. Merci beaucoup, merci à tous. Et on cède la place à Jean-Christophe Tortora pour le palmarès des villes qui accélèrent le changement climatique.